Bonsoir, chers amis. On commence dans quelques instants avec M. Bocquet ce soir. Bonsoir, Amand. On peut partager sur une page plutôt que sur un profil, oui, c'est possible. Bonsoir tout le monde, on commence dans quelques minutes avec M. Bocquet. Bonsoir à vous tous. Salif Soumana, Herman, bonsoir. Marème Alexandre Saïna, bonsoir à vous tous. Ismaël Amad, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de marketing digital et de e-commerce. Est-ce que vous me recevez de oui et on démarre, s'il vous plaît? C'est bon, M. Bocquet, on peut démarrer? Oui. Le temps que les gens arrivent, ils sont en train de... Bonsoir, on commence dans une minute, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que le réseau de la Sonate est d'accord.
Merci à vous tous. Merci à M. Bokeh d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, nous allons parler de marketing digital et de e-commerce. C'est là, M. Bokeh? Chers internautes, nous sommes en 2019. L'Afrique est en retard par rapport au reste du monde sur le digital. Actuellement, la plus grande boutique du monde est une boutique en ligne, elle n'est plus une boutique physique. Les banques sont sur Internet. Les écoles de formation se digitalisent, donc tout le monde se digitalise, raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui de parler de digitalisation et de e-commerce. J'ai dédié l'émission de ce soir à l'USF, l'Université des Savoir-Faire, mes amis de Thiès, de Ziguinchor, de Mbour, de Saint-Louis, de Kolda, de Fatick, M. Loum, M. Mamoudou Fall, je vous salue. Donc cette émission est pour vous. M. Bokeh, je vais d'abord vous laisser vous présenter à notre public. Qui est M. Bokeh, Emmanuel? Je m'appelle Emmanuel Bokeh. Je suis français d'origine, même si je n'ai pas beaucoup vécu en France. Je me suis installé au Sénégal il y a quelques temps déjà, vers 2003, quelque chose comme ça. Et puis j'ai pas mal circulé dans différents pays, pas seulement au Sénégal, mais au Sénégal en particulier. Et le fil rouge de ma carrière sur ces 20 dernières années, c'est le e-business en général et le e-commerce en particulier. Très bien. Est-ce qu'on peut connaître ce que Emmanuel Bokeh a fait avant de venir au Sénégal? Et qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est au Sénégal aussi? Alors, ce que je fais depuis au Je crois que vous êtes dans le digital au Sénégal. C'est ça, je suis dans le digital. Et pour moi, le digital, c'est le e-business, c'est des mots qui sont un peu synonymes. Le digital, c'est le nouveau nom du e-business, mais ça ne change pas grand-chose fondamentalement. Avant de venir au Sénégal, j'ai travaillé pour différentes entreprises, toujours autour du e-commerce, que ce soit côté opérateur, donc chez Dior, chez LVMH, chez Wine & Co, pour la FNAC, pour Le Monde, et puis aussi côté agence dans des sociétés de services informatiques, des web agencies, des gens comme ça. D'accord. Vous avez travaillé à la FNAC? Oui, c'était mon premier gros projet de e-commerce, c'était en 99-2000. D'accord. Actuellement au Sénégal, qu'est-ce que vous faites? Vous évoluez dans quel secteur au Sénégal? Ils sont nombreux aussi, les Sénégalais. Vous êtes dans quel secteur au Sénégal? Aujourd'hui, au Sénégal, je suis toujours dans le digital. Je découpe mon temps en 4 grandes parties. La première, c'est du mentoring gratuit que je fais pour un certain nombre de startups, d'entrepreneurs au Sénégal. Donc j'essaye de consacrer une partie de mon temps tous les jours pour leur répondre. Alors, comme c'est gratuit et comme ils sont nombreux, j'accompagne une petite centaine d'entreprises et d'entrepreneurs. Au Sénégal? Au Sénégal essentiellement. Il y en a quelques-uns autour du Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais c'est très sénégalais quand même. D'accord. Et donc c'est essentiellement en ligne au travers des réseaux sociaux que j'accompagne ces professionnels qui se posent des questions parfois toutes simples, parfois très compliquées, qui sont dans des situations très diverses, puisqu'il y en a qui sont dans la mode, d'autres qui sont dans l'agriculture, d'autres qui sont dans les drones, donc ça varie beaucoup. D'accord. Et quels sont les services que vous proposez à ces startups? Alors, à ces gens-là, moi je propose pas de service parce que ce sont des structures qui n'ont pas de moyens. Donc, je leur propose simplement un accompagnement gratuit et je ne vais pas aller leur vendre du service parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter. La plupart de ces entreprises, elles ont déjà bien du mal à survivre. Elles ne peuvent pas se permettre de payer des consultants ou des services onéreux par ailleurs. Ce que je fais à côté, c'est que j'organise un certain nombre d'événements et de formations pour pouvoir aider le plus grand nombre sans que pour autant ça soit des investissements trop lourds. Donc j'organise par exemple début mai une deuxième session de formation en e-business, qui est une formation d'une journée pour 10 000 francs. Donc ça la met à la portée des étudiants ou des jeunes entrepreneurs ou des jeunes professionnels et même de quelques chercheurs d'emploi. Ça leur permet en 8 heures vraiment intensives
digital, de comprendre tous ces différents modèles, de comprendre l'intérêt et les difficultés de ces différentes approches du digital. Et puis je leur donne des chiffres, je leur donne des outils, je leur conseille d'aller plutôt sur Facebook chercher le grand public. Sur Facebook, ça va leur coûter environ 10 francs par clic. S'ils vont sur Google AdWords, ça va monter à 25 francs. S'ils veulent aller sur LinkedIn, ça va aller plutôt vers les 500 francs. J'essaye de leur donner des outils pour qu'ils puissent sortir de la formation au bout de 8 heures avec de quoi entreprendre. Ça, c'est ma deuxième activité. Avant de continuer, est-ce qu'on peut avoir la date de la prochaine session, le thème, où est-ce que ça va se tenir et quelles sont les cibles de la prochaine session? C'est toujours important pour ceux qui nous suivent, ils peuvent être intéressés. Est-ce que vous le recevez correctement? Est-ce que les images sont claires? Sinon, vous me dites pour que je redémarre un peu les serveurs. Allez-y, M. Bocquet. Donc la date n'est pas encore confirmée, non plus le lieu, parce qu'en fait ça va dépendre du nombre que nous serons, puisque la dernière session on était 350. J'espère que cette fois on sera 500, 600, peut-être 1000, ça va dépendre. Et ça se fait où? Les 1000 personnes? Et du coup, si on est 1000, ça sera probablement à l'université Charente Diop ou à Sorano. Et j'ai sinon le 6S en backup. D'accord. Donc ça sera un de ces trois endroits-là. Et ça se fait en théorie ou en pratique? Alors c'est très pratique, puisque l'objectif c'est qu'au bout de 8 heures, les gens repartent avec de quoi lancer une entreprise. D'accord. Donc il faut vraiment leur donner des outils, des trucs, des astuces. Et donc ça sera début mai, la date elle-même sera confirmée en même temps que le lieu, ça va dépendre de la réservation, puisque Sorano par exemple, c'est une salle qui est très prise. Ça sera, je l'espère, le samedi 4 mai. Si ce n'est pas possible pour des raisons logistiques, ça sera le samedi suivant. Mais toutes les personnes intéressées vont s'inscrire en ligne et donc je préviens tout le monde par SMS et par email du lieu et de la date et ainsi que du programme bien avant le jour J. L'inscription se fait en ligne. Est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle les gens peuvent aller pour s'inscrire? Absolument, il y a une plateforme, donc c'est un petit formulaire pour s'inscrire en ligne. Je ne sais pas comment partager l'adresse, peut-être. Oui, on peut la partager ou on la met en commentaire ici. On la met en commentaire. L'adresse est en commentaire, vous pouvez vous inscrire en ligne directement. Alors, https://bit.ly bit.ly/bocquet BOCQUET. Voilà, donc l'adresse est en commentaire. Vous avez la possibilité de vous inscrire directement en ligne et de remplir un formulaire, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord, donc ils vont laisser leur contact, vous allez les contacter ou bien? Absolument, dans le formulaire, vous mettrez votre email et votre numéro de téléphone, comme ça vous serez tenu. Monsieur Bocquet, avant de parler des projets sur lesquels vous êtes actuellement, je vais vous révéler un peu c'est quoi l'e-commerce, quels sont les avantages de l'Internet par rapport au business classique. Alors, le principal avantage du e-commerce, c'est qu'il y a peu d'infrastructures à mettre en place. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont disponibles qui permettent en quelques clics et en quelques minutes de mettre en place une boutique. Aujourd'hui, un adolescent, en une demi-journée, peut monter une boutique de e-commerce. Donc ça facilite grandement l'accès au public. L'autre intérêt, c'est que techniquement, on a accès au monde entier, ou en tout cas à un pays entier, alors qu'avec une boutique, on a accès à une rue, un quartier, et ce sont les gens qui viennent. Et puis on a accès également à d'autres modèles économiques, donc on n'est pas tenu à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde physique, le commerce classique. On peut inventer des choses plus collaboratives, des modèles un peu alternatifs, et on peut réinventer la façon de faire du business. D'accord. Actuellement, au Sénégal, les jeunes, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent aller sur le net ou bien ils préfèrent le commerce classique? Alors, au Sénégal, on a un vrai problème de confiance. Il y a eu beaucoup d'escrocs, beaucoup d'escrocs. Les gens ont été un peu traumatisés par ces escrocs et du coup, le Sénégalais moyen a vraiment du mal à faire confiance à distance. Donc, les gens sont encore très peu enclins à faire confiance à quelqu'un en ligne. Du coup, le e-commerce se développe parce qu'il y a des intérêts flagrants pour le consommateur, facile de comparer, facile
confiance est plus longue à établir, donc du coup ça prend plus de temps. Mais ce manque de confiance-là est né d'où? Des intermédiaires ou bien des méthodes de paiement? Ah non, c'est une question culturelle, c'est qu'il y a eu des escrocs qui ont volé l'argent des gens, donc c'est pas du tout une question de paiement. Le paiement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup parce que généralement le e-commerce, on imagine le e-commerce au Sénégal comme une sorte de déclinaison de l'e-commerce comme il est né en Europe ou aux États-Unis. Et donc le paiement vient comme un problème, parce que effectivement ici les gens n'ont pas de carte de crédit, peu de personnes ont des comptes Orange Money approvisionnés. Donc, du coup, les Européens se posent la question, mais comment vous faites pour payer? Et les Sénégalais ont répondu à ce problème-là depuis longtemps. Les gens payent à la livraison, tout simplement. Donc c'est une façon qui est légèrement différente de faire du e-commerce, mais ça fonctionne très bien et ça ne pose pas de problème fondamental. Est-ce qu'à la livraison, le consommateur est sûr d'avoir le produit qu'il a vu sur Internet? Alors ça dépend du professionnalisme du marchand. Donc là, on revient au problème de confiance. Il faut que le marchand soit respectueux de la parole donnée. Mais comme il ne paye qu'une fois qu'il a le produit en main, il a tout le loisir de contrôler que ça correspond, que c'est bien le bon modèle, que c'est la bonne taille, la bonne couleur, et puis il paye si tout va bien. D'accord. Monsieur Bokeh, actuellement vous êtes dans quel projet en ce moment? Les jeunes Sénégalais. Actuellement, moi, mon gros sujet là, c'est la formation que j'organise début mai. Donc une formation à 10 000 francs pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est un gros sujet qui m'occupe beaucoup en ce moment. Il y a un deuxième projet un petit peu plus long terme sur lequel je travaille, qui est l'organisation du salon e-business. C'est un salon qui a lieu chaque année. Le précédent, c'était en septembre dernier. Le prochain sera en novembre 2019. Parce qu'il y a ici au Sénégal? C'est au Sénégal, au CICES. Le salon de l'e-business. C'est ça. D'accord. Donc on réunit tous les professionnels du e-business de Dakar et le grand public pour que chacun puisse trouver des partenaires, chacun puisse trouver des compétences, chacun puisse trouver des idées, chacun puisse présenter ses produits et ses services. Est-ce qu'il y a une plateforme qui communique sur le salon, qu'on peut également communiquer à ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent avoir les conditions d'accès au salon? Oui, il y a une page Facebook en fait. C'est la page Facebook du salon. Ça s'appelle Salon international du e-business de Dakar. D'accord. Salon international du e-business de Dakar, c'est une page Facebook que vous pouvez consulter pour voir les conditions d'accès à ce salon, les stands et tout ce qui est communication qui se fera autour du salon. L'accès au salon est gratuit et puis après il y a des entreprises qui peuvent prendre des stands pour présenter leurs services. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Bokeh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'avantage des réseaux sociaux pour les jeunes entrepreneurs? Alors pour un entrepreneur au Sénégal, les réseaux sociaux c'est formidable parce que le problème du e-business, c'est que vous avez beau avoir des services disponibles, un site web, une page Facebook, pour autant personne ne vous connaît et donc finalement vous ne faites pas de business. Et donc le seul moyen de faire du business, c'est ou bien d'attendre que le temps fasse son affaire, donc ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, et généralement les entrepreneurs n'ont pas ce temps-là. Et donc les réseaux sociaux, c'est le meilleur outil pour aller toucher un grand nombre de personnes, en particulier au Sénégal. C'est vrai dans tous les pays du monde, mais les entrepreneurs sénégalais ont une cible, généralement une première cible qui est au Sénégal. Et donc c'est une façon qui est à la fois intéressante en termes de volume et en termes de coût pour toucher le grand public et faire connaître ses produits. Comment on réduit les coûts avec les réseaux sociaux? Alors, en fait, tout dépend du réseau social. Les réseaux sociaux les plus utiles au Sénégal sont dans l'ordre, il y a Facebook, c'est sans doute le principal, parce qu'il y a aujourd'hui 3,3 millions de Sénégalais qui vont régulièrement sur Facebook, et que ça constitue probablement la première cible, en tout cas la première cible de tous les entrepreneurs et sans doute dans ces 3,3 millions de personnes. Et donc on peut toucher 3 millions de personnes à des coûts unitaires relativement bas. Aujourd'hui, toucher une de ces 3 millions de personnes, ça coûte quelque chose comme 5 francs. 5 francs pour lui présenter un message jusqu'à ce qu'il déclenche une action, c'est-à-dire qu'il clique pour venir sur votre page ou sur votre site, pour voir votre offre et ensuite à charge à votre site ou à vos services de le convaincre. Mais
5 francs, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Si vous payez un coxeur qui va aller ou un commercial qui va aller frapper aux portes, ou qui va aller crier dans la rue pour parler de vos services, ça va vous coûter forcément plus cher. D'accord. Donc c'est vraiment une opportunité. L'autre avantage, c'est également qu'on est sûr qu'on tape la bonne porte. Parce qu'un commercial peut aller dans une maison, il demande, mais malheureusement, la cible qu'il accueille n'est pas forcément celle qui va acheter son produit. Alors, on a la possibilité de faire un bon ciblage. On peut faire un bon ciblage, mais on peut aussi faire un mauvais ciblage. C'est pas si facile que ça. Facebook, il y a 150 paramètres différents, et ces 150 paramètres rendent le ciblage, finalement, ça devient presque une affaire de spécialiste. En tout cas, c'est quelque chose qui nécessite un entraînement, et donc généralement, l'entrepreneur débutant, il a un petit peu de mal. Ses premières campagnes, elles sont rarement très réussies. Mais effectivement, au bout d'un moment, il finit par cibler les personnes qui correspondent aux services ou aux produits qu'il distribue. D'accord. Et comment il doit faire pour cibler ces personnes-là, étant donné qu'il y a 150 paramètres? Est-ce qu'on peut au moins savoir l'âge, le sexe? C'est ça, mais généralement, un produit ne se vend pas à des personnes juste sur la base d'un genre ou d'une classe d'âge. Oui. Donc, il n'y a pas 36 solutions, il faut essayer ces 150 paramètres les uns après les autres, tester lesquels donnent de meilleurs résultats, et puis finalement concentrer le budget de communication sur les paramètres optimaux une fois qu'on a fait ces différentes expériences. D'accord. Actuellement, vous avez fait combien de séminaires depuis que vous êtes au Sénégal? Combien de formations? Alors, c'est tout récent, les formations. J'ai fait qu'une seule formation à grande échelle. D'accord. Et sinon, je faisais de la formation, mais c'est plutôt de la formation en entreprise. Et quels sont les feedbacks? Est-ce que les gens ont bien accueilli la formation? Est-ce que depuis que vous avez fini les premières formations, les jeunes ont commencé à se digitaliser? Alors, je ne vais pas prétendre que les jeunes se digitalisent grâce à moi, mais en tout cas, ceux qui ont participé, je veux dire. Les retours ont été très positifs. Les 350 personnes ont été emballées. Et aujourd'hui, j'accompagne un certain nombre de personnes qui étaient présentes à cette formation dans leur projet e-business. Donc, il y a encore 15 minutes, je chattais avec quelqu'un qui a un modèle économique dont je n'ai pas le droit de parler parce qu'il est tout frais. Et j'essaye de le guider sur la voie du développement digital. D'accord. Et dans le long terme, quels sont vos projets au Sénégal? Alors, à moyen terme, déjà, c'est le salon qui aura lieu en novembre, le salon international du business. Et puis, à plus long terme, j'aimerais participer au développement digital du Sénégal de façon un petit peu plus profonde. J'aimerais bien monter une pépinière d'entreprise digitale à Dakar. Et donc ça, c'est un projet pour lequel je réfléchis et qui va nécessiter des investissements importants. C'est quelque chose qui ne va pas se faire dans l'immédiat, à moins que la nouvelle ministre des télécommunications et du digital nous fasse la révolution, on ne sait jamais, mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment un déficit de formation au Sénégal. Le Sénégal est très en retard, même par rapport à des pays voisins, et on va dire équivalents, entre guillemets, sans vouloir blesser personne, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui très en avance en termes de e-business par rapport au Sénégal. Et pourtant, ils sont en retard, ils ont moins de compétences, ils ont été frappés de plein fouet par une longue crise. Et aujourd'hui, le digital ivoirien, c'est 3 fois le digital sénégalais. Et ça me vexe un petit peu. J'espère qu'on va pouvoir réveiller. Je croyais qu'on était de loin devant les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est vrai qu'on est en retard par rapport à la Côte d'Ivoire, quand même. Là, il y a des le Sénégal est un pays qui a un certain nombre d'atouts. On a une très bonne connectivité, jusque dans des villes relativement reculées. Et puis à Dakar, on a un débit qui est quand même relativement correct. J'espère que je ne suis pas en train de dire quelque chose alors que les internautes voient une image toute brouillée. J'espère que la connexion est bonne et que... Malheureusement, depuis qu'on a démarré, je ne sens pas la connexion par rapport aux autres jours. D'accord, c'est pas grave. En tout cas, ce genre d'initiative avec du direct en ligne, ce serait inimaginable dans un certain nombre de pays voisins, comme le
le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, ce serait juste pas possible. À Dakar, on tente le coup, et ça passe ou ça passe pas, mais on a des choses qui sont plutôt pas mal à Dakar. Maintenant, c'est vrai que la partie business, la partie électronique, elle est là, la partie business, elle n'est pas vraiment là. Donc l'infrastructure est là, mais la partie business n'est pas là. Donc, Monsieur Bokeh, on va saluer les gens qui vous suivent. Merci Morsek, Malawagne, Ousmane, Latir Sar, Dembotiam Cherfal depuis la Chine, aussi depuis la Chine. Tafafal Bambis, Aminata Diouf, Diallo, Djamilatou, Morsek, merci de nous suivre. La guerre, Ismaël Amar, Salif Soumana, Digital, Native, Eray Salif Keneme, depuis Grenoble. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. Je rappelle que ce soir, nous recevons M. Emmanuel Bokeh, qui est spécialiste en business, en e-business et en e-commerce. Comment se comporte le e-commerce au Sénégal? Est-ce qu'il y a vraiment du e-commerce au Sénégal? Ah oui, ça c'est indubitable. Il y a du business au Sénégal et il y en a depuis très longtemps. Il y en a depuis une quinzaine d'années. En fait, il y en a depuis que Facebook a lancé les groupes. Depuis qu'il y a des groupes Facebook, le e-business a décollé au Sénégal et les Sénégalais ont toujours fait beaucoup de e-business, en particulier au travers des groupes Facebook. Moi, j'ai fait une remarque, excusez-moi de vous avoir interrompu. J'ai vu que sur les groupes Facebook, c'est plus du C2C que du B2C. Ce sont des clients, pour ceux qui ne comprennent pas le C2C, ce sont des clients qui vendent à des clients. Je fais un post pour vendre mon iPhone, M. Bokeh l'achète, mais je ne vois pas beaucoup d'entreprises vendre sur les groupes Facebook. Alors, c'est pour deux raisons. D'abord, il y a quand même des entreprises qui vendent sur Facebook, mais c'est vrai qu'elles sont noyées parce que finalement, tous les Sénégalais sont commerçants. Et donc, tout le monde, même si il a un CDI quelque part où il est fonctionnaire, il va aller faire un aller-retour en Gambie ou un aller-retour à Dubaï, il va ramener une valise pleine, puis il va les vendre sur Internet. Et ça, c'est dans l'ADN du Sénégalais. Il y a un nombre d'entreprises sénégalaises de commerce qui est proprement hallucinant. Aucun pays voisin n'a de tels chiffres. Mais il ne faut pas se méprendre, la plupart de ces particuliers qui vendent à des particuliers, ce sont des particuliers qui font ça depuis longtemps et ils le font d'une manière relativement professionnelle. Ils n'ont peut-être pas de registre du commerce, on est peut-être dans l'informel, mais c'est quand même, pour moi, c'est quand même du B2C. C'est pas des gens qui vont aller vendre. C'est pas du C2C, c'est du B2C. Oui, c'est du petit B2C. D'accord. Moi, je me disais que c'était du C2C. On n'est pas dans la revente de produits d'occasion, c'est vraiment des gens qui vont aller dans un autre pays acheter des produits qu'ils auront sélectionnés dans le but de les revendre et qui vont ensuite cibler des gens qu'ils ne connaissent pas pour leur vendre ces produits. Et pour le cas d'expat, où ce sont des gens, des expatriés, qui veulent repartir chez eux, qui postent sur des annonces pour vendre le produit. Ça, on le voit dans le B2C ou dans le C2C? Alors, ça, c'était du C2C, mais ça, c'était il y a 10 ans. D'accord. Et depuis, Expat n'est plus du tout une affaire d'expatriés. Aujourd'hui, Expat Dakar, c'est vraiment des Sénégalais qui parlent à des Sénégalais. Et la plupart des annonceurs d'Expat Dakar sont des professionnels. D'ailleurs, c'est le business d'Expat Dakar. Leur modèle économique repose sur le fait que ce sont des entreprises qui sont prêtes à payer un petit quelque chose pour que par rapport, tout à l'heure, vous avez parlé du caractère économique de Facebook. Oui. Contrairement à Facebook, est-ce qu'Expat n'est pas quand même trop cher? Alors, Facebook est globalement gratuit. En tout cas, les groupes Facebook sont gratuits. Expat est payant, mais il y a un nombre incroyable de personnes sur Expat. Donc, on peut dire que Expat est cher, mais on ne peut pas dire qu'Expat est trop cher, parce que s'il était trop cher, les gens n'iraient pas, or ils y vont. Et compte tenu du nombre de personnes qui annoncent sur Expat, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Tout à fait. Merci, chers internautes. N'hésitez pas à partager le live. Partager, c'est très important parce que nous sommes à l'ère du digital et tout le monde en a besoin. Donc, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Monsieur Dembo, Lakirse, partagez. Malo, Morsek, partagez. Borom Magalgi, partage, s'il vous plaît. Cheikhouna, depuis la Chine, merci de partager. Monsieur Bokeh, quelle est votre vision sur l'avenir du digital au Sénégal? Votre vision sur l'avenir digital du Sénégal? Alors, pour l'avenir, moi je suis très inquiet. À court terme, le Sénégal va continuer à se développer digitalement.
sénégalaisement, comme on dit, doucement, doucement, autrement dit. Le problème, c'est qu'il y a des ogres qui sont en train de se préparer à manger l'Afrique. Et ces ogres, c'est Uber, Airbnb, Expedia, Google, Facebook, Netflix, Amazon, Alibaba, Huawei. Ces gens-là, ils ont comme cible le monde et ils ont déjà mangé leur pain blanc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, ils se sont déjà installés partout où c'était facile. Il leur reste maintenant là où c'est moins facile et globalement ce qui leur reste, là où ils ne sont pas encore, c'est l'Afrique. Et ils sont obligés de continuer à grandir, c'est leur modèle économique, leur conseil d'administration le leur demande. Donc il faut qu'ils grandissent, donc il faut qu'ils viennent en Afrique, donc ils sont en train de s'y préparer. Et aujourd'hui, par exemple, Netflix, qui n'a pas bougé le petit doigt pour venir en Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas un salarié, ils ne savent même pas où c'est le Sénégal. Aujourd'hui, Netflix en Afrique de l'Ouest, ils ont en clients payants à peu près la moitié du nombre de clients de CanalSat, qui eux sont vraiment installés en Afrique, ils ont des salariés, ils font de la pub, ils font des efforts. Donc Netflix, ils ont déjà mangé la moitié du marché. Il suffit qu'ils fassent un tout petit effort supplémentaire, qu'ils rajoutent quelques contenus sénégalais, qu'ils adaptent leurs offres, qu'ils permettent le paiement par Orange Money ou par Wari, et ils vont faire disparaître l'ensemble. Ils ne vont pas faire disparaître CanalSat, ou ils ne vont pas faire disparaître les chaînes YouTube sénégalaises, ils vont faire disparaître l'ensemble des médias vidéo du Sénégal. De la même façon que Amazon ou Alibaba, quand ils vont venir au Sénégal, ce n'est pas pour remplacer Jumia, c'est pour remplacer Sandaga, c'est pour remplacer l'ensemble du tissu commercial du Sénégal. Expedia, ils ne vont pas venir pour remplacer les agences en ligne, ils vont venir pour remplacer les agences de voyage. Uber, ils ne vont pas venir pour remplacer des gens des Sama-Taxi ou des petites applications, ils vont venir pour prendre le pouvoir sur l'ensemble du parc de Tata et de taxis sénégalais. Donc moi je suis très inquiet pour l'avenir digital du Sénégal parce que je vois ces gens-là se préparer. Je sais que même en Europe, l'Europe n'a pas réussi à leur résister. Il y a quelques villes qui résistent, il y a quelques velléités de leur imposer des impôts, mais globalement ils ont bien du mal. Au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, ça va être un cataclysme. Et donc ça fait partie de mon message et des raisons pour lesquelles je veux organiser ces salons, je veux organiser ces formations, c'est qu'il va falloir que le Sénégal digital soit bien plus résistant, soit bien plus résilient et soit bien plus fort pour pouvoir résister à cette vague qui arrive. Est-ce qu'il y a une solution pour résister? C'est faire du business, faire du chiffre de façon à ce que quand Alibaba va débarquer, ils ne viennent pas s'installer en disant bah, nous on a tout, on est moins cher, on attend que vous mouriez, et puis tout le monde va mourir parce qu'effectivement, s'ils ont effectivement tous les produits et qu'ils sont moins chers, bah, tout le monde va aller chez eux et tous les autres commerces vont disparaître. Il faut que quand Alibaba débarque, ils arrivent dans un paysage digital où il y a des acteurs qui sont solides, qui ne pourront pas faire disparaître parce qu'ils ont de bons prix, ils ont un bon service, ils sont installés dans la culture du Sénégal. Et donc ces gens-là, ils seront obligés ou bien de rentrer en concurrence avec des acteurs sénégalais, ou bien ils seront obligés de racheter des acteurs sénégalais, et donc ils vont se sénégaliser, et plutôt que de nous imposer leur culture américaine ou chinoise, ben, ils vont acquérir un peu de culture africaine, et on va sauver la culture digitale du Sénégal grâce à ça, en tout cas, si on y arrive. Un message aux Sénégalais qui disent Auchan dégage. Donc ils n'ont qu'à préparer Alibaba dégage, bientôt Fnac dégage. Ça ne va pas marcher, parce que Alibaba, il sera moins cher, il va faire comme Auchan. Auchan, on ne peut pas les faire dégager parce que tout le monde est content d'avoir du riz moins cher que son commerçant local. On est content de ne pas être pris en otage pendant le ramadan avec des prix qui flambent. On ne peut pas faire dégager Auchan, c'est la règle du jeu. La seule solution, c'est d'avoir un équivalent de Auchan sénégalais qui va pouvoir, lui, jouer la même partie qu'Auchan avec une approche sénégalaise. Et pour ça, dans le digital, on a exactement
la même chose qui va se produire. On ne peut pas fermer les frontières. Est-ce qu'avec les jeunes Sénégalais, vous êtes en train de réfléchir sur un projet de ce genre? Alors il ne faut pas réfléchir en fait. C'est là que je me démarque un petit peu des discours un peu lénifiants qu'on entend dans les médias. C'est pas une question d'idée, c'est pas une question de réflexion, ça sert à rien de discuter. Ces gens-là, quand ils vont venir, ils vont pas venir discuter, ils vont venir faire du business, ils vont tout raser. C'est le business qui va raser le paysage, c'est pas les... Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà commencer alors. Exactement. Commencer à faire quelque chose. Le message, c'est commencer, faites du business. Et si dans 3 ans, quand Alibaba va débarquer, quand Airbnb va débarquer, quand Netflix va débarquer, vous êtes déjà installé depuis 3 ans, vous faites du business, vous êtes connu, vous avez des clients, vous pourrez discuter avec Netflix, avec Alibaba, plutôt que de vous faire écraser. C'est la seule solution. Et donc, faites du business, faites de l'argent, lancez-vous, et lancez-vous vite, parce que le chronomètre a démarré. Des pistes pour se lancer efficacement? Pour se lancer efficacement, la meilleure solution, c'est de se lancer. Efficacement, oublier, parce que c'est pas possible d'être efficace au début. On a, même avec 20 ans d'expérience, j'ai du mal à dire quelles sont les campagnes qui vont marcher, quels sont les messages publicitaires qui vont être les plus efficaces, et je pratique l'expérimentation systématique. Et finalement, pour un entrepreneur, c'est la même chose. Il vaut mieux se lancer tout de suite, se planter et se relancer ensuite parce qu'on a appris grâce à ce premier échec, que de réfléchir et de discuter pour se lancer une bonne fois et pour découvrir que de toute façon, on s'est quand même planté, bien qu'on ait réfléchi. Donc la règle, le message, le conseil que je vous donne, c'est lancez-vous, que ça réussisse ou non, lancez-vous. C'est ce lancement qui vous enseignera bien plus que toutes les réflexions et toutes les discussions du monde. D'accord. Et comment on va se lancer? On va se lancer en commençant par Facebook, ou bien en commençant par un blog, ou bien on va carrément créer un site e-commerce? Alors, le mieux, c'est de se lancer en mode light et de commencer à apprendre. Donc, le plus simple, c'est ni Facebook, ni site e-commerce. C'est le plus simple aujourd'hui, c'est de se lancer au travers d'un tiers. Donc, c'est par exemple... faites ce que font beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, acheter des produits quelque part et aller vendre sur Expat, aller vendre sur Jumia, aller vendre sur les groupes Facebook. Et une fois que vous aurez commencé à vendre sur ces canaux-là qui sont très faciles d'accès, que vous commencez à faire du chiffre, que vous commencez à savoir qui sont vos clients, à savoir ce que vous demandent vos clients, la raison pour lesquelles certains clients ne sont pas contents, là vous pourrez commencer à créer une page Facebook, à imaginer pourquoi pas plus tard un site e-commerce, mais le principe, c'est pas les sites qui vendent, c'est le trafic, c'est le volume de visiteurs. C'est le volume de visiteurs, c'est le trafic qui vend. Ouais. Comment peut-on faire pour créer du trafic vers son site? Alors il y a plusieurs stratégies, mais les stratégies classiques, celles dont on a beaucoup parlé ces 15 dernières années, malheureusement elles ne marchent plus, c'est-à-dire que le fait d'animer sa page Facebook, par exemple, de poster souvent sur les réseaux sociaux, ça marche très peu, ça marche très mal, ça marche très lentement. On peut créer, il y a des stratégies de content marketing qui fonctionnent comme ça, gratuitement, mais ça prend un an et demi avant de commencer à donner des choses. Donc malheureusement, le seul moyen de générer du trafic, et de le générer vite, c'est de payer des générateurs de trafic. Aujourd'hui, les générateurs de trafic, c'est essentiellement Facebook et Google. Moi, aujourd'hui, les jeunes qui démarrent, je leur conseille de se lancer plutôt sur Facebook. Les tarifs sont un petit peu plus abordables. Et ça permet d'avoir, avec quelques milliers de francs, avec 5000 francs déjà, on commence à avoir du trafic. D'accord. Ce qui n'est pas possible sur les médias classiques, à la radio ni à la télévision. C'est pas les mêmes budgets. Je rappelle que nous sommes avec M. Emmanuel Bokeh. Ce soir, nous parlons de e-business et de e-commerce. M. Bokeh, la place du Sénégal dans le digital par rapport à ses voisins. Est-ce que vous avez des chiffres? J'ai des chiffres, mais je ne les ai pas en tête. Alors malheureusement, il faudrait que je me réfère à mes notes que je n'ai pas ici. Oui. Mais globalement, j'en ai donné quelques-uns tout à l'heure. Le leader en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. 3 fois plus petit, en numéro 2, il y a le Sénégal. Au coude à coude avec le Sénégal, on a le Cameroun, qui
alors qui n'est pas vraiment en Afrique de l'Ouest, c'est une question de définition, mais Oui. le Cameroun qui se défend pas mal, même si aujourd'hui le Cameroun souffre, hein, ils sont en galère. Et puis derrière, malheureusement, il y a un grand trou. Et les pays suivants sont très très loin. Alors on a le Bénin et le Togo qui se défendent, mais ça reste des marchés qui sont encore... Le Sénégal est un petit marché, le Bénin et le Togo sont des marchés encore plus petits, ils sont encore un petit peu plus en retard. Et puis après, ça devient vraiment très compliqué. Hein. Des pays comme la Guinée aujourd'hui, c'est une mission quasi impossible. En tout cas, il y a vraiment un marché difficile et des acteurs assez peu nombreux. Du coup, il y a des opportunités aussi. Le Mali également est très en retard, le Burkina est très en retard. Puis alors, il y a des pays qui sont encore bien plus loin, comme le Tchad, ou là je sors de l'Afrique de l'Ouest, le Tchad, le Niger, qui sont des pays qui sont pas encore mûrs. Il y a encore trop peu de personnes connectées, la connexion est encore trop mauvaise. C'est une toute petite pellicule digitale, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité business. Donc le chantier est énorme. Et puis on a quelques monstres qui sont en dehors de l'Afrique de l'Ouest. On a un monstre au nord qui est le Maroc. Oui. Le Maroc, c'est 10 fois le Sénégal, hein, en termes de business. Ils sont en avance. Ils ont des moyens de paiement depuis relativement longtemps. Il y a les Marocains ont beaucoup de cartes de crédit, des cartes de crédit marocaines, même si elles ne sont pas internationales. Ça a débloqué pas mal de choses. Et puis on a un monstre au sud qui est le Nigeria. Le Nigeria, c'est un colosse plus grand encore que le Maroc en termes de volume. Donc selon vous, quels sont les chantiers que vous rêveriez mettre en œuvre? Alors, je reviens à mon histoire de pépinière. J'adorerais lancer une pépinière d'entreprise au Sénégal. Je sais qu'il y a de l'argent au Sénégal, il y a des banques qui ont de l'argent pour financer des entreprises, mais elles n'ont pas les moyens de descendre au niveau des entrepreneurs. Et les entrepreneurs n'ont pas les moyens de s'élever au niveau des banques. Il y a un gap de formation, de professionnalisation, de comptabilité à établir pour que les entrepreneurs et les banques puissent se parler, et où les fonds d'investissement, où il y a un certain nombre de structures qui sont en place ou qui sont en train de se mettre en place, mais qui ont du mal à parler à la base à l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Donc j'aimerais bien pouvoir prendre, mais pas 10, mais plutôt 1000 micro-entreprises sénégalaises et les amener, les tirer vers le haut, les professionnaliser, les rendre éligibles au financement, les rendre éligibles à de l'accompagnement pour qu'elles puissent enfin commencer à toucher l'ensemble du Sénégal, s'expatrier, ou plutôt se tourner vers l'international pour toucher des marchés plus grands. Actuellement, est-ce qu'il y a un réseau, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux carrément sénégalais? Alors, pas vraiment. Alors, enfin, si, il y en a, mais ils sont tellement confidentiels et tellement peu fréquentés qu'on ne peut pas vraiment appeler ça des réseaux sociaux. Vous en connaissez, je sais pas, en avoir deux? Non, j'ai même plus de nom en tête. Ce sont des initiatives qui sont lancées à un moment donné. Les gens se sont dit, j'ai vu Facebook et je vais faire la même chose au Sénégal, mais en fait, Facebook le fait déjà très bien. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour faire des réseaux sociaux. Il faut être global. Si vous n'avez que des Sénégalais, le Sénégalais, il aimerait bien discuter avec de la famille qu'il a en Guinée, en Mauritanie, au Mali, au Côte d'Ivoire. Si vous êtes fermé sur vos frontières, ça ne va pas marcher. Et quel est le meilleur réseau social au Sénégal? C'est un meilleur? Alors, il y en a deux pour moi. Il y en a un qui est grand public, le meilleur c'est Facebook. D'autant que Facebook maintenant c'est devenu un monstre. Hein. C'est Facebook plus Instagram plus WhatsApp. Les trois appartiennent au même groupe et donc c'est difficile de leur échapper. Facebook c'est 3 millions de personnes. WhatsApp c'est 5 millions de personnes. Au Sénégal? Au Sénégal. Oui. Instagram c'est un petit peu moins, mais ils sont en train de grandir rapidement. Tout à fait. Et puis dans l'univers business, il y a LinkedIn qui marche bien, qui marche très bien. Beaucoup d'entreprises. Mais beaucoup de gens croient que c'est pour des CV.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, mais ça fait partie de la mission de LinkedIn. Hein. LinkedIn n'est pas que pour les entreprises, c'est aussi pour les chercheurs d'emploi et pour leurs rencontres. Et donc, c'est un endroit légitime pour publier des offres d'emploi, pour contacter des entreprises, pour proposer des services. Et quels sont les meilleurs services qu'on peut proposer sur LinkedIn? Ah bah, LinkedIn, c'est comme la vraie vie. Hein. Le meilleur service, c'est celui que tout le monde veut à un prix que tout le monde est prêt à payer. Donc là-dessus, n'importe qui peut être meilleur que tout le monde. Il suffit d'avoir un service de qualité au meilleur prix. Maintenant, un conseil, M. Bokeh, au Sénégalais, qui croit que maintenant il faut seulement se limiter à poster des photos sur WhatsApp, faire un statut WhatsApp, aller sur les groupes Facebook pour vendre. Est-ce que ça, c'est une solution viable? Alors, est-ce qu'il n'y a pas meilleure solution que ça? C'est une solution viable, maintenant, ce n'est pas une solution qui permet de grandir très vite. Tout à fait. Parce qu'un groupe, c'est seulement les membres du groupe qui y sont. Oui, mais au Sénégal, on a des très grands groupes. Hein. On a des groupes où il y a 30 000 personnes. Donc 30 000 personnes qui se sont volontairement abonnées à un groupe de commerçants, c'est 30 000 prospects potentiels. C'est du volume. Hein. Maintenant, c'est vrai que si on veut vraiment grandir et accélérer pour pouvoir résister, comme je le disais tout à l'heure, à des géants qui arrivent, oui, il va falloir sortir de ça et il va falloir investir dans le marketing digital. D'accord. Et comment? Facebook propose des solutions très abordables, très bien pensées, très efficaces. Et donc, pour donner quelques chiffres, parce que sortir de l'argent, c'est toujours difficile quand on ne sait pas combien il y a d'argent qui rentre. Par exemple, sur Facebook, sur la vente de produits du quotidien, de textiles ou même d'alimentaire, on constate, en tout cas moi je constate chez mes clients, des chiffres qui sont de l'ordre de 10%. C'est-à-dire que si vous mettez 10 francs, vous obtenez 100 francs de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, si vous êtes certain, parce que vous l'avez fait beaucoup de fois, qu'à chaque 10 francs investis, vous gagnez 100 francs de chiffre d'affaires, et que c'est rentable pour vous parce que vous faites, je ne sais pas moi, 20 francs de marge sur vos 100 francs de chiffre d'affaires, du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre 10 francs. Et du coup, la première question qu'un commerçant pose une fois qu'il a réalisé ça, c'est mais je peux mettre combien au maximum? Alors qu'avant, sa question était plutôt c'est quoi le prix minimum que je peux investir? Et il va commencer à investir, il va commencer à mettre 10 francs. Et puis après, il va voir que 10 francs rapporte 100 francs, il va mettre 100 francs, puis il va mettre 1000 francs. Et moi, je connais des gens qui mettent régulièrement plusieurs millions tous les mois, parce que ça leur rapporte plusieurs dizaines de millions tous les mois. Et donc, l'idée, c'est de commencer petit, mais de commencer, de mesurer, et le mot magique est là, c'est mesurer, c'est-à-dire avoir la traçabilité des ventes depuis les publicités qu'on fait sur les réseaux sociaux, depuis le marketing digital jusqu'à la vente elle-même et le paiement in fine qui au Sénégal se fait quand il s'agit de produits, c'est du cash and delivery, enfin, c'est du liquide à la livraison. Et donc si on a cette traçabilité-là, on sait que les 1000 francs qu'on a investis dans la campagne, c'est eux qui nous ont apporté ces 10 000 francs de vente. Donc on est beaucoup plus confiant pour réinvestir 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs et bien plus, et ainsi grandir, puisque en fait, si je mets 1 million sur la table, ça va me faire gagner 10 millions. Et là, on commence à parler d'autre chose que des petites bricoles qu'on vend sur Facebook ou sur Expat Dakar. Même si sur Expat Dakar ou sur Jumia, je connais des marchands qui font des chiffres d'affaires qui sont très très raisonnables. C'est pas mal. Monsieur Bokeh, moi j'ai une question pour vous. J'ai deux solutions qui sont devant moi. La première solution, c'est d'aller dans un groupe. Dans le groupe, je poste gratuitement. La deuxième solution, c'est la solution que vous venez de me dire. J'ai la possibilité de créer ma propre page et de sponsoriser mes publications. Entre aller dans un groupe et sponsoriser moi-même mes publications, quelle est selon vous la solution la plus efficace? Je pense qu'il faut faire les deux. Parce que les groupes, c'est gratuit. Et ça rapporte de l'argent. Que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, ça rapporte de l'argent. De l'argent gratuit, personne ne crache dessus. Donc, si vous avez un petit peu d'argent à investir, ça n'empêche que vous pouvez quand même faire de la publicité sur les groupes Facebook. Donc, moi, mon conseil, c'est faites tout.
Donc faites tout. Faites une page, publiez sur les groupes, mettez vos produits sur Expat Dakar, mettez vos produits sur Jumia, créez un site e-commerce. Alors le site e-commerce c'est plus tard parce que ça coûte de l'argent, mais tout le reste c'est quasiment gratuit. En fait, c'est des toutes petites sommes. Et donc si vous êtes capable de vendre une paire de chaussures à 5 000 francs, avec ces 5 000 francs-là, vous pouvez déjà lancer une campagne digitale. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment faites tout, en tout cas, testez tout. Et puis vous allez voir à un moment donné si sur tel canal digital, il faut beaucoup d'énergie pour finalement peu de chiffre d'affaires, vous allez laisser tomber petit à petit. Si sur tel canal digital, avec un tout petit peu d'effort, ça génère beaucoup de chiffre d'affaires, du coup, vous allez y consacrer plus d'efforts. Et donc, la règle, c'est la même que celle que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est il faut tester, il faut expérimenter, et vous allez voir vous-même que peut-être Expat est plus rentable que Jumia, ou Jumia est plus rentable que Expat, que les pages Facebook sont plus rentables que les groupes Facebook, mais il n'y a pas de règle, parce que si vous vendez des stylos, si vous vendez des moutons, si vous vendez des maisons, ça va être très différent. Il n'y a pas de raison que la règle soit la même à chaque fois. Donc, selon ce que vous vendez, la façon dont vous le vendez, les personnes à qui vous le vendez, vous allez voir que certains supports sont meilleurs que d'autres, et donc vous allez y consacrer plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent. D'accord. Un conseil pour ceux qui veulent lancer un site web e-commerce? Ne lancez pas. Commencez par faire du chiffre avant de lancer votre site web e-commerce. Parce que le problème du site web e-commerce, et c'est un problème que je rencontre assez fréquemment auprès de jeunes ingénieurs en informatique formés au Sénégal, c'est que c'est très facile de faire un site e-commerce. C'est moins facile de faire un bon site e-commerce, mais qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, un site e-commerce, ça ne vend rien. C'est le trafic qui va faire que le site vende. Donc si vous avez un super site, et la probabilité que vous sachiez faire un très bon site du premier coup, elle est presque nulle. Mais si vous avez un très bon site, vous avez un très bon site, mais vous n'avez pas pour autant du chiffre d'affaires. Et donc il va falloir de toute façon faire du marketing digital, il va falloir générer du trafic, et finalement c'est ça le plus important et c'est ça le plus difficile. Et donc plutôt que de vous rajouter de la complexité avec un site de e-commerce, faites du e-commerce sans le site, faites du e-commerce avec votre page, faites du e-commerce avec des groupes, faites du e-commerce avec Jumia, faites du e-commerce avec Expat Dakar, et une fois que vous aurez fait ce e-commerce-là, que vous saurez quels sont les bons produits, qui sont les clients, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, là vous pourrez vous lancer dans un site e-commerce parce que vous aurez les réponses aux questions qui ne manqueront pas de se poser. D'accord. Et pour quelqu'un qui veut faire un site e-commerce, 2 conseils, 3 conseils? Eh bien, oui, faites-le vite, faites-le pour pas cher. Oui. Sachez que de toute façon, vous allez le jeter dans 6 mois, 1 an, parce que vous en voudrez un autre qui est mieux. Et donc, n'y consacrez pas trop de temps et d'énergie. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui est important dans le site, c'est 2 choses. 1, c'est le produit, donc c'est avoir le bon produit au bon prix. Et 2, c'est le client, donc c'est aller chercher le client là où il est, c'est-à-dire faire dépenser de l'argent pour faire venir des clients. Et si vous n'avez pas ces 2 éléments fondamentaux là, le site il ne peut rien pour vous. Le site il va juste faire en sorte que tout le monde ou personne ne sache que vos produits ne sont pas au bon prix, que vous êtes plus cher, que bref, vous allez vous tirer une balle dans le pied. D'accord, d'accord. Est-ce que dès qu'on a un site, le consommateur que je suis, c'est pour comparer vos tarifs au tarif de quelqu'un qui vend les mêmes produits que vous? Ah oui, mais ça c'est la règle du commerce. Alors c'est vrai qu'à Sandaga, pour comparer les prix, il faut faire deux boutiques, 3 boutiques. Il faut faire des différentes boutiques, il faut voir râler pendant un moment, mais les consommateurs le font. Oui. Avant de faire un gros achat, vous allez voir râler ici, là-bas, 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 et puis vous allez réfléchir, puis vous allez revenir, puis vous allez aller à Castor, et puis vous allez aller aux parcelles, et puis ensuite vous ferez votre achat. Et puis en même temps, vous allez aller sur Internet et vous allez aller sur AliExpress, vous allez sur comparer.co, vous allez sur Jumia, vous allez sur Expat et vous allez regarder les prix. Donc de toute façon, le consommateur, il n'est pas fou, le consommateur, il compare. Donc moi, les marchands qui me disent oh, oui, mais j'ai pas envie que la concurrence voie mes prix, je leur dis mais la concurrence, elle connaît vos prix. Et parfois, moi, je fais l'expérience, c'est-à-dire que j'appelle un de leurs concurrents devant eux. Je
je me fais passer pour un client, je leur dis je suis intéressé par tel produit qui est chez vous, et vous me le proposez à combien, et vous savez sur le marché à combien il est, par exemple et là je cite le commerçant chez lequel je suis, vous savez à combien il est, et ils le savent, ils savent tous. Tout le monde se connaît, tout le monde s'observe, tout le monde se calcule. Mais est-ce que le seul critère d'achat, c'est le prix aussi? Le consommateur peut aussi. C'est pas le seul critère, mais c'est le premier. Ensuite, on a la qualité. Mais au Sénégal, qui est un marché un peu tendu, où les gens ont un pouvoir d'achat limité, le prix, c'est quand même le critère roi. Et si vous n'êtes pas au bon prix, vous êtes mort. Voilà, c'est fini. Après, si vous êtes au bon prix, on va regarder la qualité. Et après, on va regarder la qualité de service. Après, il y a plein de choses qu'on va regarder. Est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance? Quelle est votre réputation? Livraison, quels sont vos délais? Voilà. Mais le premier critère vraiment fondamental, c'est le prix. C'est-à-dire que le e-commerce, avant tout, c'est du commerce. D'accord. Et dans sorte un peu de Dakar, est-ce que vous avez fait des régions? Alors, j'ai fait des régions. Et alors, ça me fait mal de le dire, mais les régions sont très en retard. Aujourd'hui, quand on regarde le chiffre d'affaires des principaux e-commerçants de Dakar, voilà, lapsus révélateur, donc on regarde le chiffre d'affaires des principaux e-commerçants du Sénégal, on a 80% du chiffre qui est à Dakar, et le reste qui se partage avec un petit peu à Saint-Louis, un petit peu à Thiès, un petit peu à Mbourg, un petit peu à Ziguinchor, et puis c'est fini. Kédougou, Tambacounda, Bakel, c'est des villes qui n'ont quasiment pas d'existence digitale vue de Dakar. Donc il y a une concentration qui est énorme au Sénégal. Alors que dans d'autres pays, comme au Cameroun par exemple, c'est plus réparti, mais du coup on a déjà 2 capitales, ça change un petit peu les choses. Le Sénégal est un pays qui est ultra pyramidal, si je puis dire, avec une géographie où tout se concentre à Dakar. Un conseil à ces jeunes-là qui vivent hors de Dakar. Quand vous avez entendu parler d'agriculteurs, vous accompagnez des agriculteurs? Oui, alors pas des agriculteurs, mais des entrepreneurs qui sont dans l'agriculture. E-agriculture ou dans l'agro-business. Oui. Ils sont basés à Dakar aussi? La plupart, non, il y en a qui sont à Saint-Louis aussi. D'accord. Et comment ils parviennent à livrer tout ça sur Internet, à vendre leurs produits sur Internet? Alors, ce n'est pas forcément pour vendre leurs produits sur Internet. C'est parfois des modèles économiques qui sont plus compliqués. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur, c'est compliqué pour lui d'aller faire de la livraison de 3 kilos de carottes à je sais pas où, à Pikine, puis 1 kilo d'aubergines au plateau. Ça va représenter des coûts qui ne sont pas pertinents. Donc il y a une dimension logistique qui est importante. Et donc en fait, l'agriculture, c'est pas des acteurs, c'est un système. Donc il y a les agriculteurs, mais aussi les transporteurs, les transformateurs, les marchés agricoles, les marchés de distribution. Et donc c'est toute cette chaîne-là, et puis les intrants, les outils. Donc il y a beaucoup de choses autour de l'agriculture, et il y a beaucoup de choses à imaginer. Il y a des gens qui imaginent des systèmes d'irrigation automatisés, il y en a qui ont des systèmes de monitoring, des systèmes de drones. Et ils gèrent ça avec Internet, tout ça, et digitalisé? Oui, plus ou moins. Alors, il y en a qui ont des systèmes à base de SMS, par exemple, pour pouvoir accéder à des régions dans lesquelles il n'y a pas encore la 3G. Il y en a qui travaillent avec des opérateurs télécoms pour avoir des abonnements data pour faire de l'IoT, de l'Internet of Things, à des tarifs accessibles à un agriculteur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un agriculteur, avant tout, c'est quelqu'un qui, statistiquement, a un revenu qui est très inférieur à la moyenne du Sénégal. Le salaire médian, le salaire moyen au Sénégal, on est autour de 100 000 francs, je crois que c'est 100 000 francs ou 99 000 francs, donc c'est déjà pas beaucoup d'argent, 100 000 francs par mois. L'agriculteur, il est très en dessous de ça, donc on ne peut pas aller lui vendre des services à 5 000 francs par mois, c'est pas possible, parce que s'il achète quelque chose à 5 000 francs par mois, il va sacrifier l'école de ses enfants. Donc la difficulté dans l'univers agricole, c'est d'arriver à toucher une grande surface, toucher des gens qui sont moyennement connectés, mais quand même un peu connectés. Il y a de la connexion dans beaucoup de villages au Sénégal. Et toucher des gens à des coûts qui sont vraiment marginaux pour eux.
crois qu'on a fait 1 heure de live. Hein. 1 heure déjà, oui, c'est ça. Un conseil pour les jeunes maintenant qui vous suivent et qui hésitent à se digitaliser. Eh ben, il n'y a qu'un conseil, c'est inscrivez-vous à la formation et en 8 heures, du samedi 9 h du matin jusqu'au samedi 18 h, vous allez en prendre plein les oreilles et à la fin vous saurez si vous devez y aller ou s'il ne faut pas y aller. Et la réponse sera probablement... Est-ce que vous avez des solutions pour le monde rural? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se digitaliser mais qui n'ont pas des connaissances informatiques approfondies pour pouvoir aller dans le digital. Une maman par exemple qui a Ziguinchor qui vend ses papayes, qui vend son huile de palme, comment est-ce qu'elle peut faire pour vendre son produit hors du Sénégal? Alors là on a un problème qui n'est pas un problème digital, qui est un problème d'éducation. On a un vrai gros problème avec l'éducation du Sénégal. Je m'adresse au nouveau ministre de l'Éducation. Il y a un gros boulot, il va falloir rattraper des décennies de gaspillage. On a un vrai problème. Et du coup, il va falloir s'attaquer à l'éducation des adultes, puisque cette maman-là, elle ne va pas aller à l'école. Mais s'il faut qu'on lui enseigne à lire, à écrire et à utiliser un smartphone, bah, c'est à son âge qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc il y a un travail à faire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a 2 choses qui vont pouvoir aider cette maman. D'une part, il y a d'autres entrepreneurs qui, eux, ont la chance d'avoir fait des études et qui vont pouvoir lui monter un système dans lequel elle pourra s'intégrer sans avoir besoin forcément d'être une experte du digital. Elle aura peut-être simplement une application toute simple dans laquelle elle va pouvoir faire son business ou gérer sa tontine ou que sais-je. Et puis l'autre chambardement qui est en train de se préparer, c'est le vocal. Aujourd'hui, vous avez Siri, Alexa, les assistants vocaux qui commencent à être un peu efficaces. Et du coup, il n'y a plus besoin de savoir lire et écrire. On peut poser la question, l'assistant vocal nous répond. J'espère qu'assez rapidement, on aura des assistants vocaux qui vont parler bambara, qui vont parler wolof, qui vont parler peul. Mais je pense que c'est dans les cartons. Hein. L'objectif de Google et d'Apple, c'est pas de toucher 4 milliards d'êtres humains, c'est de toucher les 7 et bientôt 8 milliards d'êtres humains, c'est de toucher tout le monde. Pour ça, il faudra leur parler la langue qu'ils parlent. Merci, on est au terme de cette émission. On va maintenant faire quelques digressions. On va parler du Sénégal. Vous connaissez bien le Sénégal? Non, je ne connais pas bien le Sénégal. Parce que mais vous connaissez le Sénégal? Vous avez fait combien de régions? Je sais plus. Vous avez fait Louga? Non, je n'ai pas fait Louga. Vous avez fait Saint-Louis? Oui, j'ai fait Saint-Louis jusqu'à Richard Toll. Mais je ne suis pas allé plus loin en amont du fleuve. Vous avez fait la Casamance? Je n'ai pas fait la Casamance. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Moi, il fallait la Casamance. Mais tout le monde est en mode, il y a des mines anti-personnelles. Non, c'est la région la plus sûre du Sénégal. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je vais faire un week-end. Je suis un peu de mauvaise foi. Ce n'est pas les mines antipersonnelles qui me freinent, parce que je sais qu'il n'y en a plus, mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de tellement voyager. Je compte faire un VSD spécial upskilling, spécial Ziguinchor. On va faire des reportages avec Marketing TV. On va se déplacer, on va montrer toutes les zones du Sénégal. Et je crois que je le ferai fin mai ou début juin. Si vous êtes partant, on y va ensemble pour découvrir la Casamance. J'ai beaucoup d'amis, je salue au passage tous ceux qui nous suivent depuis Ziguinchor. Pierre, mon ami, j'ai un ami qui gère une école là-bas. D'accord. Oui, on pourra découvrir la Casamance jusqu'au Cap Skirring, Oussouye. Vous connaissez Oussouye? Diouloulou? Non, enfin de nom, parce que je les ai vus sur la carte. Oui, ça ce sont les plus belles régions, les plus belles zones, je dirais. C'est sûr que les photos qu'on envoie, elles sont. Vous avez fait Sali? Oui, après j'ai fait la petite côte jusqu'à Joal Fadiout. J'ai fait la route Kédougou, Tambacounda. Vous avez fait Kédougou aussi? Oui. D'accord, c'est bien. Vous parlez wolof? Non. Je ne parle pas, oui, enfin, tout petit quoi. Yagnos? Non, vraiment wolof, aujourd'hui je suis en dessous du niveau. Du niveau moyen. Du niveau. Vous mangez les plats sénégalais? Je mange les plats sénégalais. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de commander un plat sénégalais sur Internet? Oui, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et d'ailleurs, par exemple, pour les formations, je gère la restauration et du coup, je dois écouter un petit peu la demande. Au Sénégal, tout le monde veut du tiep, hein, donc
il faut... Donc pendant les formations, dans les 10 000 francs là, c'est vous qui payez les TEP. Oui, alors je ne sais pas si je vais le faire très longtemps, mais en tout cas, oui, c'est dans les 10 000 francs, il y avait petit déjeuner, café, déjeuner. Et finalement, vous gagnez quoi dans ça? Alors moi, je ne gagne pas grand-chose, mais l'idée, c'est pas de gagner de l'argent, l'idée, c'est vraiment de déclencher une prise de conscience et de faire créer des entreprises digitales au plus grand nombre. D'accord. Marketing TV, c'est carrément digital. Ah oui, je crois qu'on a le bon ADN. Je ne sais pas combien vous êtes en ligne, mais je pense à vous. Oui, voilà. Merci, chers internautes. Merci, M. Bocquet. Merci à vous. Vraiment Merci à plaisir de tous. vous recevoir sur ce plateau, sur ce modeste plateau de Marketing TV. J'espère également que nous allons grandir. Nous avons un seul combat, c'est de promouvoir l'intelligence, de promouvoir les connaissances. Il y a des Sénégalais que vous vous battez pour que les gens se digitalisent. Moi aussi, je me bats pour que des connaissances soient disponibles gratuitement pour les Sénégalais. Et en passant, je vous dis que nous faisons également des cours en Wolof, en langue nationale, des petits formats, 15 minutes, pour ces moments-là dont je vous parlais, pour qu'elles sachent comment gérer des stocks, comment négocier, comment. Ça, nous le faisons en langue nationale. Il y a beaucoup d'amis qui me font des vidéos et on poste ça sur une page qu'on appelle l'Université des Bawol. Et ça, c'est ce que j'aimerais voir sur la RTS, plutôt que des téléfilms argentins. J'ai été invité sur le plateau de la RTS. Mais j'aimerais que tous les jours, il y ait des cours en langue nationale, de choses pratiques, de code de la route, on m'avait invité, j'ai parlé directement en direct au directeur général, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Moi, je suis prêt et je lui dis, je suis prêt à le faire gratuitement. Et les gars, si quelqu'un connaît quelqu'un à la RTS ou quelqu'un qui connaît quelqu'un à la RTS, il faut que vous leur parliez. Hein. Il faut que la télé nationale elle fasse quelque chose pour la population nationale. C'est ça. Vraiment, je suis prêt et depuis lors, moi, je le fais en ligne. Et les gens partagent et les gens en ont vraiment besoin. Ben, peut-être qu'un jour, on rachètera la RTS pour diffuser. Voilà. Merci, M. Bocquet. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à tous. La condition n'était pas bonne ce soir. Mais on a une copie. On en fait 1h10.